Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Il fait très très beau en Belgique, Stombeck Bever, quartier général du micro du Pasteur Bobo, mais il ne fait pas beau au Congo. Au Congo politique, c'est très compliqué. Très compliqué, nous sommes avec monsieur l'abbé Mbelou, que vous aimez tant, ça fait longtemps. Bonjour monsieur l'abbé, et comment vous allez? Bonjour Pasteur Bobo, je me porte bien, merci. D'emblée des jeux, j'ai commencé par le 1er octobre, ça sera, on pourrait dire l'anniversaire du rapport mapping. Hein? Énième anniversaire. Rien n'a été fait, ni de la diaspora, ni au Congo. Votre réaction par rapport à ça? Je ne dirais pas que rien n'a été fait ni dans la diaspora, ni au pays. La diaspora a rédigé quand même certains articles. Je me rappelle avoir lu l'article de notre frère Patrick Mbeko, et un article qui a quand même suscité ma curiosité et mon étonnement. Il y a 8 ans, le 1er octobre 2010, un groupe d'experts de l'ONU publiait un article, un rapport remarquable par sa qualité, mais aussi remarquable parce que, avant de publier ce rapport, les nôtres étaient sur place à New York, et je peux en citer les noms, mais je l'étais par souci de préserver les sources. Les nôtres étaient à New York pour que ce rapport soit publié, malgré tous les efforts que M. Paul Kagame avait déployés afin que certaines parties de ce rapport puissent être coupées. Donc, les nôtres ont réussi, le 1er octobre 2010, à avoir la publication du rapport mapping dans la version plus ou moins passable. Mais il est étonnant que 8 ans après, au Congo de Lumumba, il n'y ait pas eu, le 1er octobre, un moment d'arrêt, une étude autour de ce rapport, qui a bien sûr ses limites, mais qui nous a avertis. Un rapport qui nous a dit que si on étudiait sérieusement les massacres et les autres tueries qui ont été perpétrées au Congo-Kinshasa entre 1993 et 2003, on pourrait parler de génocide. Le fait que partout au Congo, cet événement n'ait pas été classifié parmi les points à analyser prioritairement, cela est un indice. C'est l'indice que la peur est permanente au Congo, dans le camp de ceux qui ont participé à ce génocide congolais et qui ne voudraient pas partir entre griffes. Pourquoi? Parce que ils ont peur. Ils ont peur que les Congolais et les Congolaises dignes de ce nom, récupérant leur pays, puissent les juger et les juger sévèrement. Et vous avez suivi peut-être c'est que l'un d'eux, monsieur Obé Minaku, a dit, en faisant allusion à leur ndakala, à leur frétin que appelle le dauphin, monsieur Obé Minaku a dit ceci, je paraphrase: vous vous imaginez les conséquences si notre dauphin n'arrivait pas, notre frétin n'arrivait pas à être élu? Vous vous imaginez les conséquences? Il n'a même pas parlé de gouvernement. Il a dit, vous vous imaginez les conséquences pour le régime
Donc, ils sont conscients, eux qui ont pactisé avec les criminels contre l'humanité, les criminels de guerre, les criminels économiques qui ont travaillé à tuer les Congolais, à les chasser de leurs terres, à s'en prendre à leur dignité, tous ces messieurs, toutes ces dames sont convaincus que si le régime tombe, ils auront à en répondre devant le tribunal du peuple congolais. Voilà pourquoi, je suppose que ça pourrait être l'une de vos questions, voilà pourquoi parler d'élections aujourd'hui au Congo n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où ces messieurs qui ont peur des conséquences que leur régime pourrait endurer si jamais il tombait, donc ces messieurs, donc ces dames n'ont aucun intérêt à pouvoir organiser des élections dignes de ce nom. Et vous comprenez pourquoi nous, depuis le début du processus affairiste au Congo, nous ne parlons pas d'élections, nous parlons d'élections pièges à camp. Il n'y a que des camps qui peuvent croire qu'avec ces messieurs dont le régime est fondé sur un mensonge systémique, il pourrait y avoir un jour au Congo des élections libres, transparentes et démocratiques. Non, 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 il n'y en aura jamais, à moins que la donne change. À moins que la donne change, mais si on vous demandait à Nemo, c'est quoi le rapport mapping, le rapport mapping qui fait trembler Kagame au Rwanda, le rapport mapping qui fait même trembler le régime Kabila, c'est quoi le rapport mapping? Le rapport mapping, c'est ce texte publié par les experts de l'ONU qui ont mené leurs investigations sur la guerre du Congo qui s'est déroulée entre 1993 et 2003. Donc, je vous ai dit que ce rapport comporte ses limites parce que, à mon humble avis, la guerre du Congo ne s'est pas déroulée entre 1993 et 2003. La guerre du Congo est permanente. Elle date des années 1885. C'est une guerre que j'appellerais, avec le pape François, une guerre par morceaux. Alors, mais ce rapport se concentre sur ce qu'il y a eu au Congo entre 1993 et 2003. Il énumère, il cite les entreprises multinationales, les seigneurs de guerre, les armées impliqués dans la destruction de la dignité congolaise, dans l'extermination des Congolais, mais aussi dans le fait que les Congolais ont été chassés de leurs terres pour que certains habitants des pays voisins puissent les prendre. Et ce rapport montre comment M. Paul Kagame a manipulé plusieurs seigneurs de guerre qui ont sévi au Congo pour pouvoir détruire ce pays. Mais n'oublions pas, Pasteur Bobo, que le rapport mapping vient après plusieurs autres rapports. Et il y en a un qui a été publié entre 2002 et 2003. Il est dénommé le rapport Kassem. Ce rapport-là indiquait déjà qu'au Congo, à partir de la guerre à laquelle je venais de faire allusion, il s'est créé un réseau d'élite de prédation. Ce qui fait que parmi les personnes ayant été impliquées dans le génocide congolais, nous en trouvons encore aujourd'hui qui ont été impliqués dans l'anéantissement
dans la destruction des institutions du pays. Donc, rapport Kassem, rapport Mapping, mais il y a déjà en 1994 le rapport publié sur, encore une fois, les méfaits, les atrocités et la barbarie de M. Paul Kagame. Il y a le rapport qui a été publié déjà en 1994, un rapport qu'on sait lire aujourd'hui à la fin du livre de Pierre Péan intitulé « Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique ». Donc quand vous prenez ces trois rapports-là, le rapport de 1994, le rapport de 2002-2003, le rapport Kassem, et le rapport Mapping, vous pouvez comprendre pourquoi Minaku a peur. Pourquoi il dit, si le régime tombe, vous vous imaginez les conséquences. Merci beaucoup, M. l'abbé. Mais d'abord, on voit ici défi Woluwe, ça c'est entre parenthèses. Hein. Aujourd'hui, Pasteur Bobo en couleur défi, on voit Nicolas Assoumani en Belgique. Il y aura des élections communales 14 octobre 2018. Hein. En tout cas, 21e place sur la liste défi Woluwe Saint-Pierre. Nous avons M. Nicolas Assoumani. Bana ya Woluwe, voté Nicolas Assoumani. Monsieur l'abbé, nous sommes avec vous ici. On vous suit partout à travers le monde. Kabila à l'ONU. Kabila arrive à l'ONU. Votre réaction d'abord, lui qui arrive, dans moins de pour ces 2 mois, il va partir. Mais là-bas, il s'acharne contre la MONUSCO. Votre réaction, pas pour ça. Vous savez que je n'aime pas beaucoup le mot réaction. La vie de ce monsieur-là ne m'intéresse pas beaucoup. Pourquoi? Vous voyez, j'ai écrit ce livre, ce petit livre intitulé « Demain après Kabila ». Et dans le livre, je dis de quoi ce monsieur-là est le nom. Quand vous le voyez, quand nous le voyons, ce n'est pas lui. C'est tout un faisceau de relations. C'est tout un faisceau de multinationales. C'est tout un faisceau de lobbying que nous devrions voir. Mais maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé à l'ONU, c'était non-événement. Même si je venais de faire allusion au rapport des experts de l'ONU ici, dans certains de mes articles, je crois aussi que j'en parle dans ce petit livre, je dis tout ça a des limites, mais nous devons archiver. En principe, si cette institution-là se respectait, elle ne devait pas accueillir en son sein un monsieur issu d'un long processus affairiste vicieux et vicié. Mais comme ce sont certains membres de cette ONU-là qui l'ont créé, ils continuent à pouvoir l'accueillir, même après son mandat illégal et illégitime. Maintenant, ils demandent le départ de la MONUSCO. Mais tout ça, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. La MONUSCO est là depuis bientôt l'année prochaine. Elle aura accompli 20 ans. Demandons-nous toujours pourquoi la MONUSCO est venue au Congo. Je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit dans certaines de nos émissions, la MONUSCO ne vient pas au Congo pour aider les Congolais à sortir des massacres de la guerre perpétuelle qu'ils connaissent. Non, la MONUSCO vient au Congo quand Laurent Désiré Kabila, ayant tourné le dos à ses parrains, ses mentors régionaux, Paul Kagame et Kim Museveni,
ayant tourné le dos à ces gens-là et ayant cherché à travailler avec d'autres pays africains, quand il a dit que la guerre, c'était vers les années 98, quand Kabila dit, la guerre va retourner là d'où elle est venue, c'est à ce moment-là que pour lui couper l'herbe sous les pieds, la MONUSCO arrive en 99. Donc la MONUSCO est venue fragiliser le retournement d'alliance de Kabila contre ses mentors régionaux, Kagame et Museveni. Elle n'est pas venue protéger les Congolais. Mais comme les Congolais sont éveillés, comme ils savent lutter à main nue, ils ont, à l'une ou l'autre reprise, forcé cette ONU, cette MONUSCO, à prendre fait et cause pour eux. Et c'est cela qui est important. Maintenant, que la MONUSCO parte ou pas, cela n'a aucun intérêt pour les Congolais. Pourquoi? Si l'ONU avait voulu apporter sa quote-part à l'édification d'un Congo nouveau, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Après avoir lu le rapport Gersony de 1994, après avoir lu le rapport Kassem de 2003, après avoir lu le rapport Mapping de 2010, l'ONU aurait pu créer, comme elle l'a fait pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, un tribunal pénal international, un tribunal pénal international pour le Congo. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi? Là, je me rappelle ce que Frantz Fanon a dit depuis les années 90 et depuis les années 60. N'oublions pas que quand Lumumba est arrêté et tué, il y a des casques bleus au Congo. L'ONU n'est pas une force de pacification. L'ONU est une force que les puissances, les grandes puissances qui veulent écraser les petits pays ou les pays dont ils envient la matière grise des peuples et les matières précieuses géostratégiques, l'ONU est utilisée par ces puissances-là pour casser toute forme de résistance de la part du peuple. Donc, l'ONU est là, rien n'a changé, les Congolais meurent à l'est, à l'ouest, au centre. Vous avez même suivi que 2 envoyés spéciaux de l'ONU ont été génocidés, tués au Kasaï. Et jusqu'à ce jour, l'ONU n'a rien, mais rien fait. Donc c'est pour vous dire, ce débat-là, entre leurs agents et eux-mêmes, ne concerne pas les Congolais. Les Congolais devraient revisiter leur histoire, relire Frantz Fanon dans son texte intitulé « Lumumba, pouvons-nous faire autrement ?» Donc quand on lit ce texte-là, on voit déjà comment vers les années 60, l'ONU joue un mauvais rôle au Congo. Donc nous ne pouvons pas compter sur cette institution-là pour pouvoir garantir notre devenir. Et si jamais cette institution devrait changer, elle adopterait la proposition qui lui a été faite dernièrement, où il y a déjà plusieurs années, pour qu'elle devienne une organisation démocratique, c'est-à-dire que l'Assemblée générale de l'ONU arrive à donner à tous les pays du monde qui y siègent un vote, une voix. À ce moment-là, on croirait à l'ONU comme organisation démocratique. Mais pendant que nous avons comme membres du Conseil de sécurité les vendeurs d'armes, ceux qui ont orchestré la guerre au Congo, je ne vois pas comment nous pouvons compter sur cette organisation-là.
Monsieur Labé, notre opposition, vous le fustigez, notre opposition, l'opposition fait fausse route, mais pour vous, qu'elle devrait faire l'opposition congolaise dans des moments comme ça? Mais vous me posez une question qui me fait un peu rigoler. Nous avons une opposition contre quoi? Vous voyez, nos compatriotes, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, se sont laissés fourvoyer. Pourquoi? Vous n'allez pas en opposition dans un processus vicié et vicieux. Aller en opposition dans un processus vicié et vicieux se reconduire un affairisme qui vient pour pouvoir affaiblir les institutions de votre pays, en faire un non-pays, un non-État. Beaucoup de ces compatriotes ont des qualités appréciables, mais pour avoir avalisé ce processus vicié et vicieux, ils sont en erreur. Il n'y a pas d'opposition dans un pays occupé par des forces extérieures. La meilleure appellation qui conviendrait à toutes ces forces qui peuvent à un certain moment arriver à une convergence des luttes, c'est l'appellation de la résistance. Donc, nos amis, nos compatriotes faisant partie de ces forces oppositionnelles entre griffes, viennent de se rendre compte que malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré le fait qu'ils aient avalisé, pour certains d'entre eux, tous n'ont pas participé à cela, malgré le fait qu'ils aient avalisé ce processus affairiste, vicieux et vicié, le Congo est demeuré un non-pays et un non-État, et le camp en face n'a pas renoncé à son mensonge systémique. Donc, en principe, ces compatriotes qui disent être des forces oppositionnelles, après avoir fait ce constat, devraient abandonner cette appellation de l'opposition. Donc, eux-mêmes disent ceci. Il n'y a plus rien à faire avec ce système. C'est un système de magouille, c'est un système fondé sur le mensonge, c'est un système fondé sur la mort, c'est un système illégal et illégitime. Comment voulez-vous continuer à pouvoir être les opposants d'un processus vicié et vicieux, qu'ils rompent avec cette appellation, qu'ils rejoignent les forces populaires de la résistance congolaise contre les forces communes qu'on appelle abusivement forces, on les appelle encore comment? Forces Front commun, je m'excuse, Front commun pour le Congo, non, ce sont des forces communes, sont des criminels qui se sont arrangés pour génocider le Congo et les Congolais, et puis creuser beaucoup de fosses communes à travers tout le pays pour enterrer nos compatriotes qu'ils ont à un certain moment appelés les indigents. Donc, l'appel que je pourrais lancer à mes compatriotes qui, 17 ans après, se rendent finalement compte qu'il y a un système, il y a un mensonge systémique entretenu, que le Congo est devenu un non-État et un non-pays, qu'ils rompent avec leur appellation, ils ne sont pas des forces de l'opposition, qu'ils rejoignent les mouvements populaires de résistance contre les forces communes au Congo. Je vois aussi la déconomie quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. Et puis, qui sommes-nous, identité nationale et choc des cultures? D'abord, c'était d'aimer après Kabila. Parlons un peu de ces livres. Je fais allusion ici, Pasteur Bobo, au rapport Mapping. Je suis même remonté jusqu'au rapport Gersony de 1994. Il est étonnant que chez nous, au Congo, il n'y ait pas régulièrement des rappels historiques. Ce livre de Samuel Huntington,
Qui sommes-nous? Identité nationale et choc de culture. Est écrit par un penseur qui inspire la pensée néoconservatrice aux États-Unis. C'est l'auteur de Choc des civilisations, un livre dont nous avons beaucoup parlé, le monde entier en a beaucoup parlé à la chute du mur de Berlin. Pourquoi? Parce que Samuel Huntington avait estimé qu'il y aurait une opposition, une guerre entre la civilisation occidentale et les autres civilisations, un peu plus particulièrement la civilisation musulmane. Ce qui m'impressionne chez ces gens, c'est qu'ils reviennent sur leurs écrits. Samuel Huntington s'interroge, il dit « J'ai influencé la pensée américaine à un certain moment. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ?» Donc, il réécrit pour évaluer sa pensée, ses idées. Et ce sont des livres avec lesquels je me promène de temps en temps pour me dire, mais regardez, le problème que nous avons au Congo, c'est aussi un problème de la politisation de l'intelligence. Comment est-ce qu'on en arrive à politiser l'intelligence? C'est en essayant de se livrer à la critique et à l'autocritique, en évaluant la marche qu'on a suivie depuis par exemple les années 60 jusqu'à ce jour. Ceux qui ne veulent pas remonter si loin, qui ne veulent pas aller à 1885, pourraient s'arrêter par exemple à l'année 1996. De 1996 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Où en sommes-nous? D'où venons-nous? Mais le faire, pas dans des petits cercles d'intello, le faire en échangeant au niveau des collectifs citoyens pour que dans des procès d'apprentissage mutuel, certaines idées puissent passer, je m'excuse, et permettre aux masses populaires de pouvoir se transformer en masse critique. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on se promène, on relit des auteurs comme ça? C'est parce que nous savons qu'ils influencent la pensée de leur pays. Je peux vous poser la question de me dire, qui influence la pensée de notre pays aujourd'hui? Quels sont ces auteurs-là? Quels sont ces écrivains-là qui aident nos compatriotes, qui luttent politiquement à pouvoir penser le Congo de demain? Et je le dis pour Samuel Huntington, mais je peux aussi le dire pour Jacques Généreux. Pardon. Au moment où les Français sont en train de se rendre compte que le système néolibéral a échoué en tout et pour tout, vous avez des compatriotes aujourd'hui qui veulent reconduire un système ayant marqué ses limites, un système ayant instrumentalisé l'humain, un système ayant esclavagisé les liens sociaux au point d'exclure certaines cultures de son fonctionnement. Et vous avez des compatriotes qui vous disent qu'ils vont demain sortir le Congo du bourbier en évitant de lire les gens, les écrivains comme les Jacques Généreux. Il a écrit aussi un autre livre très sérieux, La dissociété, qui aide à comprendre comment le système qu'ils veulent reconduire chez nous est en train d'être dépassé. Merci beaucoup. En tout cas, on peut entrer à Lingala pour terminer. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir monsieur l'abbé Mbelou. Bomoni Boania, Bomoni Maïl, mais trop sawa Abbé Mbelou, Batebele Bafandi, Bazali Kolanda Biso, cadre mon père bien, Tofanda Tobi, Tobesana, na studio, mais Karate, il veut rester à Troson à studio, Tobi Tomata di Banda. En tant que il veut comme toi, tu manteau di Banda, tout solo là. Lelo, il fait miraculeusement, il fait très beau. Mais dans beaucoup de biso, je parle de politique. Bazo Kende, pour na yo, comment yo somona makambu, Bazo Kende, élection Rosala terre, ça sera comment? C'est quoi la solution? On a vu qu'il y a eu bien de élection, Mboka occupé, est-ce que tu récupérer Mboka comment? Est-ce que ils ont un slogan?
c'est comment on appelle ça le bateau sur ça abe mbeloto sur ça. Lokola na uti ko yebisa yo na français. Bateau yo bayaka kokotela biso na mboka na biso par la fenêtre. Boni to lingite balongo na mboka wana na maponomi oyo bakoya kosalisa bango moko tozondima te bato oyo bayaki na mboka na biso mpo baya koboma biso baya kozwa nkita ya mboka na biso bandima bango moko mpo basalisa maponomi babima na mboka na biso après maponomi wana eza makambo lukuta na uti koyebisa yo pete moko okati na bango oyo abengaka obe minaku ayebisi bango polele boye il faut tout ça la masse au pote de faire na biso aleka soki aleki te bokanisa ba conséquences oyo ekoya kokwela biso soki do faire na biso aleki te donc na mitu ya bato wana makanisi ya kosalisa maponomi ya bwanya ya kimia ezali te. Et puis na étape oyo tosi tokomi il faut tout ça la évaluation yango wana na bengi processus oyo mboka na biso esi ekoti banda 2001 na bengi yango processus vicieux et vicieux eza processus ya makambo kilikili eza processus oyo etonda na lokuta na moyibi pe na koboma bana ya Congo donc nani moko okati ya bartisan ya processus oyo alobi ye moko boye ngai na kokufa mokolo bakobeta ngai lisasi na mutu ye moko alobaki il n'était pas on n'avait pas mis un revolver sur sa trempe pour lui dire dis-nous ndenge nini okolongwa na mboka wana donc mais oyo epesaka ntango susu pasi na motema ezali te tobosanaka noki biso bakongole mutu oyo asi ayebisi biso akolongwa na Congo te soki babeti lisasi na mutu te atako biso toza na posa ya kobeta ye lisasi na mutu te mais ndenge nini tokozela na moto alolenge wana po abongisela biso maponomi ya solo donc il faut tobosana makambo wana tobosana makambo wana tosalisana na peuple na biso tosolola na peuple na biso aza mayele koleka oyebi le 29 tango ba compatriote oyo balobaka te baza na opposition basali meeting na bango na Kinshasa okati ya bato oyo bazalaki ba compatriote bazalaki kolanda bango mingi bayebisi bango boye botrahir biso lisusu te donc bongo ya peuple na biso bongo ya ba compatriote na biso ezosala donc soki tolingi te bongo oyo esala na tina te tolungwa na boumbu oyo tokoti banda bitumba ya afdel tilelo ekosenga ete tozongela peuple tosalisana to politiser intelligence tozala na tango ya kosala évaluation ya processus nyonso oyo peuple etelema le peuple gagne toujours comme disait Rossi Mukendi ça c'est l'une des possibilités mokolo peuple na biso akotelema na mboka na biso mobimba alobi bokonzi oyo ya kanyaka bokonzi oyo ya babomi bokonzi oyo ya bamiyibi tolingi te ekoma na suka na yango ekoma na suka proposition ya liboso proposition ya mibale bakongole oyo bayebi te toza na processus ya lokuta il faut de plus en plus bakutana basolola po basala oyo tobengaka na lopoto convergence de lutte donc mutu na front na ye mais basala na esika oyo bakutanaka po na échange atako ba oyo bazali banda
atako ba oyo batikali na mboka bazala na bisika oyo bakutanaka po basolola. Je m'excuse. Nayebi te likambo oyo ebandi kosalema. Moko to mibale basangani bazo solola. Il faut continuer sur cette lancée là. C'est là que je pourrais encourager Maman Nabiso Justine Kasavubu na musala oyo azo sala. C'est vrai que ba compatriote mingi bazo landa yete. Mais oya malamu oyo ezali na musala oyo azo sala ezali yete ye na ba compatriote bazo sala na ye batika moi structure moko boye en place. On ne peut pas lutter sans des petites structures visibles. Hein? C'est vrai qu'il faut souhaiter que Eumela, mais le groupe Oyo, et ça la analyse, il y a Kitoko, parce que ce sont des remises en question du néocolonialisme et du néolibéralisme. Banalise, Oyo ba compatriote ba kate bazana en position, ba kokaka ko salate. Il faut reconnaître à ce groupe, malgré ce qu'on peut estimer être ses limites, cette capacité, il y a comme ça la analyse, il y a comme ça mboka na biso lobito lobi mususu ekolanda. Et puis, comme il y a la structure ya nengwana, bozui baton na bino ya ba pèlerin. Bokei ko sala diplomatie informelle. Bokei ko solola na toyo bazo bundisa biso banda Léopold II tilelo bosoloni na bango boyoki bango na monoko na biso balobaka na chilo balobaka bobimbo amachi bwimpembo amachi. Donc vous êtes avertis, vous avez entendu ce qu'ils vous disent, vous êtes avertis parce que et na kosuki ça wana parce que bobo ne nous fions pas toujours na biloko oyo tomonaka na télévision et pas na biso to na ba médias sociaux te ba congolais bazo sala musala kitoko na informel bazo sala musala kitoko ba bimisaka ta mususu ba information oyo boko kozwa na ba médias sociaux ata mukolo moko te pona nini parce que bakendaka ko solola na ba parrain mususu ya batoyo bazo boma biso et pas na biso bosolo ina bango ba yipsi bino. Voilà ce que nous lui avons dit. Voilà ce qu'il a répondu. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que biso ba Congolais, biso ba Colombo Canabiso, nous devons nous repartir les tâches sur plusieurs fronts. Alors, après cette répartition de tâches, tout ça là, convergence de lutte, na ba oyo bazon di mate mboka na biso ezana molili ezana boumbu. Il faut tout ça la main sopote elongwa na bombo oyo ekota banda 1885 et boumbu oyo yaki ko s'est renforcé na Bitumba Kagame na Museveni na ba marionnettiste na bango basalaki biso banda 1996-1997. Merci beaucoup. Ezalaki Abbé Mbelou Bolandi Boyoki Penza. Ezalaki Sengo Tozuye Boyoki Penza. Nega Betimbela alobeli classe politique la biso alobeli mboka la biso comment to bima na bombo occupation bombo tozen lango. Merci ndeto monani prochainement bo tikala malamu. Merci à la prochaine.